Voici une question qui va vous faire bouillir le sang. Et si je vous disais que la personne qui vous manque le plus de respect n'est ni votre patron difficile, ni votre parent toxique, ni ce voisin passif-agressif? Et si la personne qui détruit votre tranquillité d'esprit, c'était en réalité vous? Restez avec moi, car c'est peut-être la vérité la plus inconfortable que vous entendrez aujourd'hui. En ce moment même, pendant que vous écoutez ceci, il y a quelqu'un dans votre vie qui vous coupe la parole, rejette vos opinions, lance des pics sur vos choix ou traite votre temps comme s'il ne valait rien. Et voici la partie qui va faire mal. Vous le laissez faire. Non seulement vous l'autorisez, mais vous participez activement à votre propre manque de respect en trouvant des excuses à son comportement, en gardant le silence quand vous devriez parler, en vous persuadant que préserver la paix est plus important que préserver votre dignité. Aujourd'hui, je vais partager 5 façons d'affronter l'irrespect, brutalement honnêtes et peut-être un peu controversées, qui changeront radicalement la manière dont les gens vous traitent. Ce ne sont pas les sempiternelles platitudes du genre « tant l'autre joue », ni des conseils qui font du bien à entendre, mais qui ne fonctionnent pas dans la vraie vie. Ce sont des tactiques de guerre psychologique déguisées en compétences sociales, éprouvées par des personnes qui refusent d'être le punching ball émotionnel de quiconque. À la fin, vous disposerez de tous les outils nécessaires pour montrer aux gens exactement où se situe la limite. Et croyez-moi, ils s'en souviendront. Mais d'abord, laissez-moi vous poser une question qui risque de vous mettre mal à l'aise. Combien de fois cette semaine avez-vous laissé quelqu'un vous marcher dessus parce que vous ne vouliez pas faire d'histoire? Combien de fois avez-vous ravalé vos paroles, forcé un sourire et fait semblant que tout allait bien, alors que ce n'était absolument pas le cas? Si vous tenez le compte, vous savez déjà que c'est trop. Et si vous ne le tenez pas, c'est encore pire, car cela signifie que c'est devenu si normal que vous ne le remarquez même plus. La vérité, c'est que nous vivons dans une culture qui nous a convaincus que la gentillesse équivaut à être un paillasson. On nous a conditionnés à croire que nous défendre est impoli ou agressif. On nous a appris que maintenir la paix est plus important que préserver notre dignité. C'est sans doute le mensonge le plus destructeur que nous nous racontons, et il est temps d'arrêter d'y croire. Pensez à la dernière fois où quelqu'un a été réellement impoli avec vous. Peut-être a-t-il fait une remarque acerbe sur votre apparence, rejeté votre opinion en public, ou fait comme si vous étiez invisible. Qu'avez-vous fait? Si vous êtes comme la plupart des gens, probablement rien. Vous avez peut-être ressenti une montée de colère ou de peine, mais vous l'avez refoulée. Vous vous êtes dit que le conflit n'en valait pas la peine. Vous vous êtes convaincu que répondre ne ferait qu'empirer les choses. Mais voici ce qui se passe lorsque vous choisissez systématiquement le silence plutôt que le respect de vous-même. Vous apprenez aux gens à mal vous traiter. Vous devenez la personne dont on sait qu'elle ne ripostera pas, qui absorbera la négativité sans se plaindre, sur qui l'on peut compter pour rester silencieuse même lorsqu'on la maltraite. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est de l'auto-abandon. Les stratégies que je vais partager ne visent pas à devenir méchant ou vindicatif. Elles consistent à reprendre votre pouvoir et à montrer aux gens comment vous traitez par vos actes, plutôt que par vos mots. Elles partent du principe que le respect n'est pas quelque chose qu'on doit gagner à force de perfection ou de concessions permanentes. Le respect vous est dû du simple fait que vous êtes un être humain, et vous pouvez l'imposer par la façon dont vous vous tenez et dont vous répondez aux autres. La première arme de votre arsenal pourrait vous surprendre, car elle ne nécessite aucun mot. Quand quelqu'un se montre ouvertement grossier, irrespectueux ou franchit une ligne, voici ce que vous faites. Rien. Enfin, pas exactement rien. Vous lui offrez ce que j'appelle le regard silencieux. Ni un regard noir, ni un air perplexe, mais un regard calme, délibéré, sans expression, que vous maintenez pendant exactement 5 secondes. Pas plus, pas moins. Pourquoi cela fonctionne-t-il comme par magie? Les personnes irrespectueuses recherchent une réaction émotionnelle. Elles veulent vous voir déstabilisé, sur la défensive ou contrarié, parce que c'est ainsi qu'elles gardent le contrôle. Le regard silencieux inverse totalement cette dynamique. Vous refusez de danser au rythme de quelqu'un d'autre, et soudain c'est l'autre qui se sent mal à l'aise. J'ai appris cette technique à la dure dans un environnement de travail particulièrement toxique. Un collègue avait fait de l'interruption son art personnel. À chaque réunion, sans exception, il coupait la parole, parlait plus fort que les autres
et ramenait chaque conversation à lui. Il faisait partie de ces gens qui pensent que la voix la plus forte est forcément la plus importante. La direction n'intervenait jamais, parce qu'il était techniquement compétent, et sa personnalité dominatrice avait été recyclée en potentiel de leadership. Un jour, il m'a interrompu alors que je présentais les résultats trimestriels à toute l'équipe. J'étais en train d'expliquer une tendance significative qui pouvait influencer notre stratégie pour le trimestre suivant quand il a soudain avancé sa propre interprétation des données. Au lieu de m'énerver ou de parler plus fort, j'ai simplement cessé de parler et je l'ai regardé. 5 secondes de silence complet en gardant le contact visuel. La salle est devenue mortellement silencieuse. On aurait pu entendre tout le monde retenir son souffle. Il a commencé à balbutier pour combler le vide. Mais je n'ai fait que le regarder jusqu'à ce qu'il finisse par marmonner qu'il me laissait terminer. Dès ce jour, il ne m'a plus jamais interrompu. Plus importante encore, d'autres personnes ont commencé à utiliser la même technique, et nos réunions sont soudain devenues beaucoup plus respectueuses. La puissance psychologique du regard silencieux est profonde. Lorsque vous refusez de réagir émotionnellement, vous tendez en quelque sorte un miroir à l'autre. Il est forcé de confronter son comportement sans la distraction de votre défense. La plupart des gens irrespectueux agissent en pilote automatique. Ils sont tellement habitués à obtenir des réactions que lorsque vous n'en fournissez pas, ils doivent réellement réfléchir à ce qu'ils font. Cette technique fonctionne aussi parce qu'elle viole les attentes sociales de façon puissante. Dans la plupart des cultures, quand quelqu'un nous parle, on s'attend à une réponse immédiate. Quand quelqu'un est impoli, on s'attend à ce que nous nous défendions ou nous retirions. Le regard silencieux ne fait ni l'un ni l'autre. Il crée un moment de dissonance cognitive où l'autre ne sait plus comment avancer. Il se demande ce que vous pensez, ce que vous allez faire, si vous êtes en colère ou simplement déçu. Mais voici l'élément le plus important. Le regard silencieux n'a pas pour but d'intimider ou de mettre quelqu'un mal à l'aise pour le plaisir. Il sert à vous donner l'espace nécessaire pour traiter ce qui vient de se passer et choisir votre réponse plutôt que de simplement réagir. Ces 5 secondes vous permettent de vous recentrer, de vous rappeler votre valeur et de décider si cette personne et cette situation méritent davantage de votre énergie. Cette technique renforce également quelque chose de crucial concernant votre estime de vous-même. Chaque fois que vous utilisez le regard silencieux, au lieu de défendre immédiatement votre position ou de vous justifier, vous vous rappelez que vous n'avez pas à justifier votre existence à qui que ce soit. Vous n'êtes pas responsable de gérer les émotions des autres, ni de les mettre à l'aise avec leur mauvais comportement. Le regard silencieux fonctionne dans toutes sortes de situations. Lorsqu'une personne fait un commentaire passif-agressif, rejette votre avis sans y réfléchir, vous traite comme si vous étiez invisible, ou vous parle sur un ton condescendant. C'est un outil universel qui s'adapte à toute forme d'irrespect, tout en préservant votre dignité et votre calme. J'ai vu cette technique transformer des relations, des dynamiques de travail et des interactions familiales. Des personnes qui semblaient incapables de traiter les autres avec respect deviennent soudain beaucoup plus attentives à leur comportement lorsqu'elles réalisent que leur grossièreté sera accueillie par une attention calme et ferme, plutôt que par la réaction dramatique qu'elles attendaient. Mais le regard silencieux n'est qu'un début. Il existe une autre forme de silence encore plus puissante, ce que j'appelle le silence stratégique. C'est lorsque quelqu'un vous insulte, vous lance une pique ou tente de vous entraîner dans une dispute et que vous répondez par « rien ». Pas un mot, pas un geste. Silence radio complet. La plupart des gens pensent que le silence signifie que vous êtes passif ou faible. Ils se trompent complètement. Le silence stratégique est un choix actif, une décision délibérée de retenir votre énergie face à quelqu'un qui ne la mérite pas. C'est l'une des armes secrètes les plus sous-estimées des interactions humaines, car elle réalise quelque chose de remarquable. Elle rend votre silence assourdissant. Le grand psychologue Carl Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Cette idée explique pourquoi le silence stratégique est si terriblement efficace. Quand vous refusez de réagir à une provocation, vous créez un miroir psychologique qui oblige l'autre à confronter son propre comportement. Il ne peut plus se cacher derrière votre réaction émotionnelle, ni vous accuser d'avoir fait monter la tension. Il se retrouve seul face à ses actes. Et pour beaucoup, c'est inconfortable. Jung comprenait que bien des conflits humains proviennent de ce qu'il appelait la projection.
la tendance à voir chez les autres des aspects de nous-mêmes que nous n'acceptons pas. Lorsqu'une personne se montre particulièrement cruelle ou méprisante, elle exprime souvent quelque chose de son propre état intérieur. Votre silence élimine la distraction du conflit et l'oblige à faire face à ce qui motive son comportement. C'est comme tenir un miroir devant son âme, et la plupart n'aiment pas ce qu'ils y voient. La force du silence stratégique réside dans sa capacité à priver la négativité de l'oxygène dont elle a besoin pour survivre. Les insultes, les provocations et les tentatives de manipulation nécessitent la participation de leur cible. Lorsque vous refusez de participer, ces tactiques perdent toute efficacité. C'est comme essayer d'allumer un feu sans combustible. La flamme ne peut pas prendre. Ceci rejoint le concept jungien de l'ombre, les parties de nous-mêmes que nous tentons de cacher ou de nier. Souvent, les personnes systématiquement irrespectueuses agissent à partir de leur propre matière d'ombre. Elles projettent leurs insécurités, leurs peurs et leur haine d'elles-mêmes sur les autres. En répondant par le silence stratégique, vous refusez de porter leur ombre à leur place. Vous dites en substance « Cela t'appartient, pas à moi ». Et c'est profondément déstabilisant pour quelqu'un habitué à rendre ses problèmes responsables des autres. J'ai vu cela se jouer à merveille chez une amie confrontée à un collègue qui adorait faire ce qu'il appelait des blagues à ses dépens. Ce n'était pas un gentil taquinage entre amis. C'étaient des piques calculées, déguisées en humour, destinés à la diminuer devant les autres. Il commentait son apparence, sa façon de travailler, sa vie personnelle, toujours avec un sourire et un rire qui rendaient toute objection difficile, sans paraître trop susceptible. Pendant des mois, elle a tenté de répondre avec des réparties spirituelles, d'expliquer pourquoi ses remarques n'étaient pas drôles, voire de lui demander d'arrêter. Rien n'y faisait parce qu'il se nourrissait de ses réactions. Chaque réponse, qu'elle soit défensive ou maligne, lui apportait l'attention et l'engagement qu'il recherchait. Il transformait son malaise en divertissement, et elle participait sans le vouloir. Puis elle a découvert le pouvoir du silence stratégique. La fois suivante où il a fait l'une de ses blagues, elle n'a rien dit. Elle n'a pas ri, n'a pas semblé mal à l'aise, n'a pas essayé de rediriger la conversation. Elle a simplement laissé le silence s'installer comme un épais brouillard. La blague est tombée à plat, car une blague a besoin d'un public, et elle refusait d'en être un. Il a tenté de se rattraper en expliquant la blague, ce qui l'a rendue plus gênante encore. Les autres dans la pièce se sont sentis mal à l'aise, non à cause de ses mots, mais à cause du silence qui a suivi. En moins de 2 semaines, il a complètement cessé ses remarques. Quel intérêt de plaisanter si personne n'écoute? Quel intérêt de provoquer quelqu'un qui refuse de l'être? Il a perdu son pouvoir sur elle au moment même où elle a cessé de participer à son jeu. Le silence stratégique fonctionne parce qu'il prive la personne irrespectueuse de ce qu'elle recherche vraiment. Votre attention, votre énergie émotionnelle et votre validation. Lorsque vous refusez d'interagir, vous dites en substance « Je valorise ma paix intérieure plus que ton opinion sur moi ». Vous dessinez une limite claire. Je ne participe pas aux conversations qui me rabaissent. Ces individus ont souvent un talent pour entraîner les autres dans des disputes, des débats et des confrontations émotionnelles. Ils savent exactement quel bouton appuyer pour obtenir une réaction et ont perfectionné l'art de rendre leurs provocations apparemment raisonnables. Le silence stratégique perturbe complètement cette dynamique en supprimant la réaction dont ils dépendent. La beauté de cette méthode est qu'elle est totalement durable. Vous ne gaspillez pas d'énergie à trouver la réplique parfaite, ni à vous énerver à propos du comportement d'autrui. Vous choisissez simplement de ne pas participer à leur drame. C'est comme avoir un filtre émotionnel qui bloque automatiquement la négativité, tout en préservant votre énergie pour ce qui compte vraiment. Mais le silence stratégique exige de la pratique et de la discipline. Notre instinct naturel, lorsque nous sommes attaqués ou insultés, est de nous défendre immédiatement. Nous voulons rétablir la vérité, prouver notre valeur ou montrer que nous ne nous laisserons pas faire. Tous ces réflexes sont compréhensibles, mais ils jouent souvent le jeu de ceux qui cherchent à nous manipuler ou à nous contrôler. Apprendre à supporter l'inconfort de ne pas répondre prend du temps. Vous aurez l'impression d'être faible ou passif. Vous craindrez peut-être que les gens pensent que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit. Vous redouterez que votre silence soit interprété comme un aveu de culpabilité ou d'insuffisance. Ces peurs sont normales, mais largement infondées. En réalité, le silence stratégique produit souvent l'effet inverse.
Les gens respectent ceux qui ne ressentent pas le besoin de se défendre contre chaque attaque. Il y a quelque chose de puissant chez quelqu'un qui est si sûr de sa valeur qu'il n'a pas besoin de la prouver. Le silence stratégique communique confiance, maîtrise de soi et une force intérieure qui parle plus fort que n'importe quelle réponse verbale. Cela nous amène à un problème auquel la plupart des gens sont confrontés: le besoin compulsif de se justifier. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans une conversation où l'on vous demandait sans cesse pourquoi vous aviez pris telle décision et vous fournissiez de plus en plus d'explications? Voici une idée révolutionnaire. Cessez de justifier vos choix auprès de personnes qui ne cherchent pas sincèrement à comprendre. Lorsque quelqu'un remet constamment en question vos décisions, il ne cherche pas à comprendre. Il se positionne en juge de vos choix de vie. Chaque explication détaillée signifie implicitement que vos décisions ont besoin de son approbation. Vous cédez ainsi votre autonomie morceau par morceau, et la plupart ne s'en rendent même pas compte. Cette dynamique est particulièrement fréquente dans les familles, où certains proches se sentent en droit de donner leur avis sur tout, depuis votre carrière jusqu'à votre vie sentimentale ou votre façon d'élever vos enfants. On la retrouve aussi au travail, où collègues ou supérieurs questionnent chaque initiative. Le message implicite est toujours le même. Vous devez nous justifier vos choix, et nous nous réservons le droit de les approuver ou non. J'en ai fait l'expérience quand j'ai décidé de changer de carrière à la trentaine. Soudain, tout le monde avait une opinion et voulait des explications détaillées. Pourquoi quitter un emploi si stable? Tu ne penses pas être trop vieux pour recommencer? Et si ça ne marche pas? Y as-tu vraiment réfléchi? Et tes économies pour la retraite? Tu ne crois pas être impulsif? Je soumettais mes décisions à un vote, cherchant l'approbation de personnes qui n'avaient aucun enjeu dans le résultat. Je traitais mon propre jugement comme s'il était insuffisant, comme si j'avais besoin d'un comité pour valider mes choix. Puis j'ai eu une révélation qui a tout changé. Ma vie n'a pas besoin d'un vote du public. La fois suivante où quelqu'un m'a demandé pourquoi je changeais de carrière, j'ai simplement répondu « parce que j'en avais envie ». Lorsqu'on a insisté pour plus de détails, j'ai répété la même phrase « parce que j'en avais envie ». Ce fut libérateur d'une manière que je n'attendais pas. La clé de cette approche est de comprendre que vos choix sont intrinsèquement valides, simplement parce que vous les avez faits. Vous n'avez pas à justifier le fait de vouloir autre chose, de poursuivre un rêve ou de privilégier votre bonheur. Quand vous cessez de vous expliquer, vous communiquez quelque chose de puissant. Je fais confiance à mon propre jugement et je n'ai pas besoin de votre permission pour vivre ma vie. Cela ne signifie pas que vous ne devez jamais expliquer votre raisonnement. Il y a une différence entre partager votre processus avec quelqu'un qui se soucie vraiment de votre bien-être et défendre vos choix auprès de quelqu'un qui cherche des munitions pour vous critiquer. Apprenez à faire la distinction et répondez en conséquence. Les personnes qui tiennent à vous poseront des questions pour comprendre et vous soutenir. Elles écouteront vos explications sans juger immédiatement. Elles respecteront votre autonomie même si elles ne comprennent pas entièrement votre logique. Ce sont elles qui méritent votre temps et votre énergie lorsque vous discutez de vos décisions. Les personnes qui n'ont pas vos intérêts à cœur poseront des questions pour trouver des failles dans votre raisonnement. Elles utiliseront vos explications pour souligner des problèmes potentiels ou pour vous convaincre que vous faites une erreur. Elles agiront comme si leur approbation était nécessaire à votre bonheur ou votre succès. À celles-là, rien de plus que « parce que j'en avais envie ». La pratique de ne pas se justifier dépasse les grandes décisions de vie. Elle s'applique aussi aux choix quotidiens. Pourquoi avez-vous commandé ce plat? Parce que vous en aviez envie. Pourquoi avez-vous choisi cette tenue? Parce qu'elle vous plaît. Pourquoi avez-vous décliné cette invitation? Parce que vous ne souhaitiez pas y aller. Pourquoi êtes-vous parti de la soirée plus tôt? Parce que vous étiez prêt à partir. Des réponses simples, honnêtes et complètes qui ne demandent aucune justification. Lorsque vous cessez de trop expliquer vos choix, vous remarquerez quelque chose d'intéressant. La plupart des gens arrêteront de les questionner. Le fait de fournir des justifications détaillées invite souvent à plus de questions et de critiques. En donnant des réponses simples et assurées, il y a moins de place pour le débat ou le jugement. Vous constaterez également que vous commencez à faire davantage confiance à votre propre jugement. Quand vous ne cherchez plus la validation externe pour chaque décision, vous devenez plus à l'écoute de vos valeurs, de vos préférences et de votre instinct. Vous prenez des décisions en fonction de ce qui vous semble juste, plutôt que de ce que vous pensez que les autres approuveront.
Avant de continuer, j'ai une faveur à vous demander. Si ces 3 premières stratégies changent déjà votre manière de penser la gestion de l'irrespect, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela me montre que ce contenu résonne en vous et aide d'autres personnes à découvrir ces techniques puissantes. Et si vous trouvez de la valeur dans l'apprentissage pour reprendre votre pouvoir dans vos relations, abonnez-vous. Nous allons plonger en profondeur dans des stratégies validées par la psychologie et réellement efficaces. Croyez-moi, ce qui vient ensuite modifiera complètement votre vision des personnes toxiques et des vampires énergétiques. Passons maintenant à ce qui se passe lorsque même ces techniques puissantes ne suffisent pas à changer le comportement de quelqu'un. Il arrive en effet que même les réponses les plus parfaites ne modifient pas l'attitude de certaines personnes. Certains sont des violeurs de limites chroniques qui continueront de pousser quels que soient vos messages clairs. Dans ces cas-là, vous devez mettre en place ce que j'appelle la distance stratégique. Il ne s'agit pas d'être méchant ou vindicatif. Il s'agit de reconnaître que tout le monde ne mérite pas une place au premier rang de votre vie. Imaginez votre espace personnel comme un club à accès limité. Les personnes qui respectent constamment vos limites, soutiennent vos objectifs et apportent de la valeur à votre vie ont accès VIP. Celles qui vous épuisent, ne respectent pas votre temps et vous font vous sentir moins bien passent en admission générale, voire sont rayées de la liste des invités. La distance stratégique est sans doute la frontière la plus difficile à établir, car elle va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris sur les relations. On nous dit que les bonnes personnes n'abandonnent pas les autres, que la loyauté signifie rester aux côtés de quelqu'un dans les bons comme dans les mauvais moments, que l'amour consiste à accepter les gens tels qu'ils sont. Si ces principes ont une valeur dans les relations saines, ils peuvent devenir des armes de manipulation dans les relations toxiques. J'ai dû apprendre cette leçon avec une amie de longue date qui avait pris l'habitude de faire des remarques cinglantes sur mon apparence, mes choix et mes relations. Ce n'étaient même pas les observations honnêtes d'une amie bienveillante, mais des tentatives délibérées pour me rendre insécure, déguisées en soucis ou en humour. Elle commentait mon poids, critiquait mes vêtements, lançait des remarques désobligeantes sur mes relations, trouvant toujours un moyen de diminuer ma confiance chaque fois que nous passions du temps ensemble. Pendant des années, j'ai trouvé des excuses à ce comportement, parce que nous avions un passé commun. Je me disais que toutes les amitiés traversent des périodes difficiles, que j'étais trop sensible, que je devais me concentrer sur les bons moments. Je me persuadais que ces critiques venaient d'un endroit de préoccupation, qu'elle essayait simplement de m'aider à devenir meilleur. Je me gaslightais pour éviter de confronter la réalité. Cette personne sapait activement mon estime de moi. J'ai alors tenté une expérience. Au lieu de nos habituels cafés hebdomadaires, j'ai commencé à espacer nos rencontres. Une fois toutes les 2 semaines, puis une fois par mois, puis seulement pour des occasions spéciales. Le changement a été remarquable. Avec plus de temps entre nos interactions, je voyais les schémas plus clairement. J'ai réalisé que je me sentais toujours moins bien après avoir passé du temps avec elle. Je marchais sur des œufs, attendant la prochaine insulte subtile. Le contraste est devenu encore plus évident lorsque j'ai comparé ces interactions à celles avec d'autres amis. Avec les relations saines, je me sentais énergisée et positive après nos conversations. Je me sentais soutenue, comprise et valorisée. J'attendais avec impatience notre prochaine rencontre. Avec cette amitié toxique, je me sentais vidé, complexé et anxieux. J'ai commencé à redouter nos rendez-vous. La culpabilité a été intense au début. La société nous dit qu'une amitié signifie accepter les gens tels qu'ils sont, que la loyauté consiste à rester malgré tout. Mais voici ce que j'ai découvert. Protéger sa santé mentale n'est pas égoïste, c'est nécessaire. On ne peut pas remplir la tasse des autres quand la nôtre est percée. Et certaines personnes s'acharnent à y faire des trous. La distance stratégique ne signifie pas toujours couper complètement les ponts. Parfois, il s'agit de changer la nature de la relation. Peut-être que vous cessez de partager des informations personnelles avec quelqu'un qui les utilise contre vous. Peut-être que vous ne le voyez plus qu'en groupe, où son comportement est naturellement modéré. Peut-être que vous limitez votre temps commun à des activités qui ne laissent pas la place à ces schémas toxiques. L'essentiel est de réduire leur accès à votre énergie émotionnelle et à vos informations personnelles. Si quelqu'un vous fait systématiquement vous sentir mal, il ne mérite pas un accès illimité à vos pensées, sentiments et expériences. Si quelqu'un bafoue régulièrement vos limites,
Ils ne méritent pas le même niveau d'intimité que ceux qui vous traitent avec un respect constant. Cette approche exige d'être honnête quant à l'impact des différentes relations sur votre bien-être. Cela signifie prêter attention à ce que vous ressentez avant, pendant et après les interactions avec les différentes personnes de votre entourage. Cela signifie donner la priorité à votre santé mentale plutôt qu'aux attentes sociales ou à la culpabilité éventuelle de blesser quelqu'un. Les personnes qui tiennent vraiment à vous respecteront vos limites lorsque vous les exprimerez clairement. Elles feront des efforts pour changer un comportement problématique lorsque vous le signalerez. Elles mettront votre confort et votre bien-être au-dessus de leur propre commodité ou divertissement. Les personnes qui ne respectent pas vos limites se révéleront souvent par leur réaction à votre distance. Elles pourraient vous accuser d'être dramatique, sensible ou injuste. Elles pourraient tenter de vous culpabiliser en rappelant votre histoire commune ou en affirmant que vous les abandonnez. Elles pourraient minimiser leur comportement ou vous reprocher d'être trop difficile à satisfaire. Ces réactions vous disent tout ce qu'il faut savoir sur leur investissement dans votre bien-être par rapport à leur investissement dans le contrôle. Créer de la distance libère aussi une bande passante émotionnelle pour des relations qui vous nourrissent réellement. Quand vous n'êtes plus constamment en train de gérer la négativité de quelqu'un ou de vous remettre de son manque de respect, vous avez plus d'énergie à investir dans les personnes qui vous élèvent, soutiennent vos objectifs et célèbrent vos réussites. Il est important de comprendre que la distance stratégique n'est pas une punition, ni une leçon infligée. C'est une protection et la création d'un espace pour que des relations plus saines s'épanouissent. Vous n'êtes pas responsable de réparer les autres, ni d'endurer leur toxicité, en espérant qu'ils changent un jour. Vous êtes responsable de votre bien-être et des choix qui soutiennent votre croissance et votre bonheur. Dans toutes ces stratégies, un élément les relie: votre posture physique et mentale. La façon dont vous vous tenez transmet un message avant même que vous parliez. Quand vous vous tenez droit, maintenez le contact visuel et projetez de la confiance. Vous communiquez quelque chose de puissant. Je connais ma valeur et je ne suis pas disponible pour l'irrespect. Une posture confiante déstabilise ceux qui comptent sur le fait de rendre les autres petits. Leurs tactiques perdent de leur efficacité quand ils ne peuvent pas vous rabaisser. J'ai appris cela durant une période particulièrement difficile où je faisais face à quelqu'un qui semblait se réjouir de faire des remarques sournoises sur mes décisions. Ce n'étaient pas des insultes directes, mais des pics subtils destinés à semer le doute et l'insécurité. Au début, je me retrouvais à me voûter en sa présence, à éviter son regard, à essayer de me faire petite. Je communiquais inconsciemment que je partageais son jugement négatif. Mon langage corporel disait « Oui, je suis aussi insuffisante que tu le suggères », même si ma raison savait le contraire. J'ai alors décidé consciemment de changer ma réponse physique. J'ai commencé à me tenir plus droite, à le regarder directement dans les yeux quand il parlait et à répondre avec un calme assuré, plutôt qu'avec des explications défensives. J'ai pratiqué une bonne posture, même quand je ne me sentais pas confiante, traitant mon langage corporel comme une armure protégeant mon estime. Le changement a été immédiat et spectaculaire. Les remarques sournoises ont perdu leur pouvoir parce que je ne donnais plus la réaction recherchée. Surtout, je me sentais mieux dans ma peau. Une bonne posture n'influence pas seulement la perception des autres, elle influence la vôtre. Quand vous vous tenez avec assurance, vous commencez à croire en cette assurance. Cette notion va au-delà de la posture physique pour toucher la posture mentale. La posture mentale est la manière dont vous vous positionnez psychologiquement par rapport aux autres. Abordez-vous les interactions depuis une position de force et de respect de vous-même, ou passez-vous immédiatement en mode défense? Considérez-vous que vos opinions et sentiments sont valides? Ou partez-vous du principe que vous devez prouver votre valeur? Cela signifie comprendre que vous avez le droit de prendre de la place, d'exprimer vos opinions et de fixer des limites sans culpabiliser. Cela signifie aborder les conversations difficiles depuis un lieu de calme confiance, plutôt que d'anxiété et de doute. La combinaison de la posture physique et mentale crée ce que j'appelle un champ de force silencieux autour de vous. Les gens sentent la confiance, et la plupart des pouces-frontières cherchent des cibles faciles. Quand vous projetez force et assurance, vous n'êtes plus une cible facile. Vous devenez quelqu'un qui impose le respect simplement en occupant pleinement son pouvoir. Cela ne signifie pas devenir arrogant ou méprisant. La véritable confiance est calme et sûre. Elle n'a pas besoin de se prouver par l'agression ou la supériorité.
Elle est là, solide et inébranlable, comme une montagne qui n'a pas à annoncer sa présence pour inspirer le respect. La posture confiante influence également la façon dont vous interprétez et répondez aux situations difficiles. Quand vous êtes droit et centré, vous êtes plus susceptible de voir le comportement irrespectueux tel qu'il est, plutôt que de le prendre personnellement. Vous répondez avec plus de réflexion qu'avec réaction. Vous maintenez plus facilement vos limites au lieu de les compromettre pour éviter le conflit. La pratique de maintenir une posture confiante devient plus facile avec le temps et la répétition. Comme toute compétence, elle nécessite un effort conscient au début, mais devient automatique. Vous commencez à remarquer quand vous vous rétrécissez ou vous mettez sur la défensive. Et vous pouvez consciemment ajuster votre posture pour reprendre votre pouvoir. À l'approche de la fin de notre conversation, je veux que vous réfléchissiez à ceci. La vie est trop courte pour la passer à cajoler des gens qui ne voient pas votre valeur. Chaque moment passé à tenter de convaincre quelqu'un de vous respecter est un moment que vous ne passez pas avec ceux qui vous respectent déjà. Chaque parcelle d'énergie investie à gérer l'irrespect d'autrui est une énergie que vous n'investissez pas dans votre propre croissance et votre bonheur. Les 5 outils que nous avons abordés aujourd'hui, le regard silencieux, le silence stratégique, le refus de se justifier, la distance stratégique et la posture confiante, ne sont pas seulement des tactiques pour gérer les personnes difficiles. Ce sont des pratiques qui renforcent votre propre estime et vous aident à construire la vie que vous souhaitez vraiment. Souvenez-vous, le respect commence par vous. Si vous ne respectez pas vos propres limites, votre temps et votre énergie, vous ne pouvez pas attendre des autres qu'ils le fassent. Lorsque vous commencerez à appliquer ces stratégies,